Bonjour à tous. En attendant de reprendre le travail, à partir du 8 juillet, je continue mes tests sur les distributions Linux et je vous en fais profiter parce que je pense que peut-être parmi vous, ça peut en intéresser quelques-uns. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une distribution particulière puisque c'est une distribution brésilienne qui est basé sur Ubuntu 22.04. Donc 22 c'est pour l'année 2022, 04 c'est pour le mois d'avril. Donc Ubuntu 22.04 c'est une distribution LTS, Long Term Support, ce qui veut dire supporté à long terme, qui est disponible avec des mises à jour pendant 5 ans, donc jusqu'en 2027. Après ça, il faudra faire une mise à niveau vers une version supérieure. Mais pour l'instant, on est tranquille jusqu'en 2027. Donc on va sur Internet, on cherche Linux FX. On arrive sur le site officiel. Firefox veut nous le traduire, on va dire oui. Comme ça, on peut lire ce qui est écrit. Bon, c'est de la traduction Google, hein. Ensuite, télécharger l'édition gratuite. Ici, nous avons la version avec l'apparence Windows 10 qui est sous l'environnement de bureau Cinnamon. Et ici, nous avons l'apparence Windows 11 avec l'environnement de bureau KDE Plasma. Donc c'est quand même mieux. Franchement, moi j'adore KDE. Donc je vais prendre la distribution basée sur KDE avec l'environnement de bureau et le thème Windows 11. Télécharger. Ici on choisit Windows 11 et on clique dessus pour le télécharger. On attend la fin du décompte ici. Et le téléchargement a démarré. Temps restant 3 minutes. Donc vous voyez que cette distribution s'appelle Ubuntu. Et le fichier que vous téléchargez s'appelle Windows Ubuntu 11.4.7 Copilot Win 11 Plasma. En attendant que le téléchargement se termine, on va aller sur Power Tools. Les Power Tools sont des petits outils intégrés dans la distribution qui vous permettent de faire un certain nombre de choses. Donc voilà, c'est traduit. Donc ça vous apporte des petites choses. De nouvelles fonctionnalités exclusives sont développées avec chaque version publiée. Enfin voilà. Et si vous voulez une clé de série, il faut la payer. Donc 35$. Mais c'est pas obligatoire, hein, puisque la version gratuite fonctionne très bien. Les Power Tools donnent surtout accès à des choses qui sont pas vraiment très utiles pour un utilisateur de base. Autant rester sur la version gratuite, à moins que vous ayez envie de faire un don et de contribuer au développement de la distribution, auquel cas vous pouvez acheter une clé à 35$. C'est pas un problème. On peut participer financièrement, on peut les aider au développement en leur faisant un don ou en achetant une clé de produit. Vous pouvez payer avec PayPal ou les utilisateurs brésiliens avec Pix. Donc 35$. 35$, bon, je ne sais pas si ça vaut le coup. Toujours est-il que les créateurs de distribution Linux ont besoin de soutien financier pour maintenir leur serveur en ligne, parce qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie. Donc pourquoi pas 35$, ça doit faire 33€ une seule fois, après c'est fini, donc bon, ça peut leur être utile. Donc il ne reste plus qu'à mettre votre fichier sur votre clé USB Ventoy et de redémarrer l'ordinateur sur votre clé USB en choisissant dans le menu Windows Ubuntu Linux, je ne sais plus ce qui est écrit, Windows Ubuntu, et vous démarrez dessus. Voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on a démarré sur la clé USB Ventoy avec
Windows Ubuntu. Donc la première chose à faire, c'est ici d'aller connecter son Wi-Fi. Donc une fois que c'est fait, on lance l'installation en cliquant 2 fois ici sur le bouton Install System. Donc là on est déjà en français, il a trouvé tout seul. Il a trouvé Europe Paris, ça c'est très bien. S'il ne le trouve pas, vous choisissez dans les menus déroulants. Suivant, le clavier français, défaut, 105 touches. Vous pouvez ici tester votre clavier, donc moi je teste toujours le petit 2 de mètre carré, le M, la virgule, le A, le Q, l'accent circonflexe, tout fonctionne, donc c'est parfait. Suivant, installer à côté, c'est une mauvaise idée. Remplacer une partition, ça me paraît pas très intéressant. Effacer le disque, c'est bien, mais c'est le système qui va gérer ses partitions tout seul, donc moi j'aime pas ça, je préfère attribuer mes partitions moi-même. Donc, je choisis partitionnement manuel. Suivant. Ici en haut, j'ai mes 3 disques durs, les 2 disques internes de mon ordinateur, et ici j'ai mon disque externe SSD Samsung USB. Donc je le sélectionne. Ici, je l'avais préparé à l'avance, je l'avais formaté en créant une nouvelle table de partition au format GPT. Voilà. Si vous êtes avec un ordinateur plus ancien, vous pouvez créer une partition MS-DOS. Mais bon, aujourd'hui, les tables de partition... Alors pour un ordinateur en UEFI, c'est obligatoirement GPT. Ok, donc, une fois que vous avez ici choisi votre disque, ici vous avez l'espace libre sur votre disque, vous pouvez créer, si vous n'avez pas eu le temps de le préparer à l'avance, c'est pas bien grave, vous cliquez ici pour faire une nouvelle table de partition. Ici vous créez, vous sélectionnez l'espace libre, vous créez votre première partition. Alors, je ne sais pas pourquoi, il suggère 600 mégas pour la partition FI. Donc si votre ordinateur est en UEFI, il vous faut donc une partition de boot FI, sinon l'ordinateur ne démarrera pas. Donc on crée 600 mégas, ici on choisit FAT32, le point de montage boot FI et amorçage. Ça c'est fait. Si vous avez un ordinateur ancien qui n'a pas beaucoup de mémoire, vous pouvez créer une partition swap. Vous sélectionnez l'espace libre, vous créez. Alors si vous avez 4 Go de mémoire par exemple, vous créez une partition swap de 8 Go. Si vous avez 8 Go de mémoire, vous créez une partition swap de 12 Go. Si vous avez plus de 8 Go de mémoire, si vous avez 16 Go ou plus, c'est pas la peine de créer une partition swap, parce que le système Linux n'utilise pas énormément la mémoire vive. Le swap, ça sert uniquement quand on a très peu de mémoire. Ça crée ça crée de la mémoire supplémentaire que l'ordinateur pourra utiliser. Et c'est aussi le swap sert aussi en cas de, si vous utilisez la mise en veille prolongée. Voilà, si vous n'utilisez pas la mise en veille prolongée, c'est pas la peine de créer un swap. Si vous avez plus de 16 Go ou plus de mémoire, c'est pas la peine. Mais si vous voulez créer une partition swap, donc ici vous tapez, vous faites sur votre calculatrice 16 multiplié par 1024, ça vous donnera 16 000, je sais plus combien, et vous entrez ici par exemple 16 000. Voilà, ici vous choisissez Linux Swap et c'est tout. Et vous faites OK. Voilà. Mais moi j'en ai pas besoin. Donc je crée ma deuxième partition. 35 Go, ça fait 35 840 mégas. Je laisse le système de fichiers ext4. Je choisis le point de montage slash pour, ce sera la partition système. Et je vais l'appeler système en anglais. Comme ça, il n'y a pas d'accent. OK. Donc ça fait bien 35 Go pile. Et le reste de l'espace libre, je crée ma partition
utilisateur, donc il reste 917 001, toujours en système de fichiers ext4. Je crée la partition home et je vais l'appeler Chris. Voilà. Comme ça, on a notre partition de boot, on a notre partition système et la partition utilisateur. La partition utilisateur, elle est bien pratique. Quand vous avez plusieurs personnes qui utilisent l'ordinateur à la maison, vous créez un compte pour chaque personne et tous les fichiers des utilisateurs iront sur cette partition. De cette manière, si vous devez un jour réinstaller votre système, vous refaites la même chose que ce qu'on vient de faire ici, vous choisissez le partitionnement manuel, mais vous réutilisez cette partition-là telle qu'elle est, vous réutilisez la partition système, vous réutiliserez la partition système, mais vous cocherez la case formatée. Et vous réutiliserez la partition home, mais surtout vous ne cochez pas la case formatée. Comme ça, tous les fichiers utilisateurs qui sont dans la partition home seront sauvegardés, n'auront pas été effacés. Voilà. Si vous ne créez pas la partition home et que vous mettez tout sur la partition route, la partition système, l'ordinateur va fonctionner, mais le jour où vous devrez réinstaller, il faudra penser à faire une sauvegarde de tous les fichiers qui sont contenus dans la partition home avant de réinstaller. Donc là, on est bon, fichier partition de boot, partition système, partition utilisateur. On lance, il est 16h04, on lance l'installation. Ah oui, je crée d'abord mon compte. On choisit un pseudo et un mot de passe, c'est très important. Si vous êtes seul à utiliser l'ordinateur, vous n'avez pas besoin de le protéger, vous pouvez cocher cette case. Comme ça, lorsque l'ordinateur démarrera, il ne vous demandera pas votre mot de passe. Si vous n'avez pas confiance ou si vous êtes plusieurs à utiliser l'ordinateur, ne cochez pas cette case. Comme ça, quand votre ordinateur démarrera, il vous demandera le mot de passe utilisateur. Si vous ne l'avez pas, si quelqu'un essaie d'aller dessus, il ne pourra pas. Voilà. Allez, 16h, on va attendre 16h05 et on va lancer l'installation pour voir combien de temps ça dure. Allez, c'est parti. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est en train de créer les partitions sur mon disque dur externe. C'est pour ça que ici on a les USB qui apparaissent au fur et à mesure. Voilà, maintenant il est en train de décompresser en mémoire tous les fichiers contenus sur la clé USB pour pouvoir les copier sur le disque dur. Alors là, l'ordinateur se met au boulot, le ventilateur accélère. Et voilà, l'installation est terminée. Il est 16h14, ça aura duré 9 minutes. Il ne reste plus maintenant qu'à redémarrer la case est cochée, redémarrer maintenant l'ordinateur en cliquant sur terminer. L'installation est terminée, fermez l'installateur. Et ça redémarre automatiquement l'ordinateur. Donc voilà, l'ordinateur a redémarré. Et on voit tout de suite ici que mon Wi-Fi est toujours connecté, il n'y a pas de problème. Et que ici on a des mises à jour de sécurité. Forcément, entre le temps où la distribution est sortie pour le grand public et aujourd'hui, il s'est passé du temps. Donc les développeurs ont continué de bosser et d'améliorer. Alors vous avez deux solutions pour faire les mises à jour. Vous pouvez utiliser le terminal en ligne de commande en appuyant sur CTRL ALT T et en tapant, je vais agrandir un petit peu, et en tapant sudo. Sudo, c'est pour dire que vous êtes administrateur du système. apt up date et sudo apt upgrade. Vous appuyez sur entrée, ça va vous demander votre mot de passe et les mises à jour vont se faire.
Sinon, vous pouvez utiliser la méthode graphique. Vous cliquez sur la petite flèche ici. Ça lance. Voilà, ça vous dit qu'il y a tout ça à faire comme mise à jour. Là, 60, c'est marqué ici, 65 mises à jour. Ici, 839 mégas. Vous cliquez sur tout mettre à jour et vous attendez que ça se passe. Donc à un moment donné, on va vous demander votre mot de passe. Puisque la personne qui a installé le système et qui a créé le premier compte utilisateur est donc l'administrateur du système. Et c'est là que vous allez utiliser le mot de passe que vous avez créé au moment de l'installation. Donc on va attendre qu'il me demande le mot de passe. Voilà. C'est parti. Ici dans la colonne de gauche, vous avez l'avancement des tâches en pourcentage. Donc en premier lieu, il télécharge tous les fichiers. Et une fois que c'est téléchargé, il installe. Donc là, ça peut durer 3-4 minutes, puisqu'il y a quand même pas mal de choses. Voilà, les mises à jour sont terminées. Donc là, on a quand même eu une très grosse mise à jour, avec notamment mise à jour du noyau, mise à jour des entêtes. Donc dans un cas comme celui-là, il faut redémarrer l'ordinateur. Donc on clique sur le menu, on clique ici et on choisit ce qu'on veut faire. Donc redémarrage. Et on fait d'accord. Et voilà, l'ordinateur a redémarré, tout est OK. Donc maintenant on va faire la visite. Alors ici vous avez l'icône de la corbeille comme sur Windows, l'icône de Microsoft Edge. Ici nous avons les widgets, ou plus communément appelés les plasmoïdes, puisqu'on est dans l'environnement KDE Plasma. Ce sont des petits bidules qu'on peut ajouter sur le bureau ou sur la barre de tâches. Par exemple, si je prends le calendrier, je le glisse là, et je peux avoir un calendrier ici. Je le supprime. Ici on a la météo, donc il faut définir son emplacement. Donc je vais taper Auxerre. Voilà, et je vais choisir weather.com, puisque la météo de la BBC, souvent, ils ne sont pas exacts. Apparence, on applique. Ici, vous pouvez choisir l'apparence, afficher dans l'infobulle la température et le vent, par exemple. Les unités, on va mettre Celsius, puisqu'on est en France. On va mettre millibars, on va mettre kilomètre-heure et kilomètre, et on applique. Voilà. Maintenant, on a la météo d'Auxerre. Ici, nous avons donc notre menu démarrer, comme sur Windows, avec toutes les applications ici. On peut voir qu'ils ont installé Google Chrome, par exemple. Donc si on remonte, Arc, c'est l'équivalent de WinZip. Donc c'est pour décompresser les archives, les fichiers zip, les fichiers rares. Le centre d'information vous affiche des informations sur votre ordinateur. La surveillance du système. Voilà, on voit que jusqu'à maintenant, j'ai 2 Go 9 de mémoire d'utiliser sur 16. Voilà, 60 Go utilisés sur, j'ai un disque d'1 Tera. Et ici on a l'utilisation du processeur. Les débits réseau, les applications qui utilisent la mémoire. Après, vous approfondirez ça par vous-même. Donc on retourne dans le menu. On a du chat. Le chat, c'est Microsoft Teams. Je pense que ceux qui utilisent Windows connaissent Microsoft Teams. Le chat GPT,
Donc là, comme son nom l'indique, c'est pour discuter avec l'intelligence artificielle. Ensuite, Cheese, c'est pour faire fonctionner votre webcam, configuration du système. Discover, c'est la bibliothèque d'applications pour installer ou désinstaller des applications. Ici, vous avez des catégories. Ici, vous avez pour configurer justement les sources d'applications à propos et les mises à jour. Donc là, on vient de les faire, donc c'est bon. Et si vous cliquez sur installer, vous avez toutes les applications qui sont installées dans votre ordinateur. Si vous voulez en supprimer une, par exemple, alors attendez, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est que j'ai là-dedans qui ne m'intéresse pas? Ah si, par exemple, K-Sudoku. Alors ça, j'ai horreur de ce jeu, c'est un petit jeu de Sudoku. Voilà, si vous voulez enlever quelque chose, vous cliquez sur supprimer. La suppression en cours. Donc 4 mégabits plus 23 dépendances. Voilà, la suppression, forcément, il demande le mot de passe de l'administrateur. Voilà, suppression en cours. Je n'utilise pas non plus KTorrent. KTorrent, c'est pour télécharger sur les torrents. Donc je le supprime. Donc voilà pour la bibliothèque logicielle. Vous pouvez bien évidemment modifier la taille de la fenêtre. Si par exemple on va dans graphisme, je veux installer l'éditeur d'image GIMP, installer, il me demande le mot de passe. Voilà, GIMP est installé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc Discover, Dolphin, c'est le gestionnaire de fichiers. Vous pouvez, en appuyant sur CTRL et en roulant la souris, agrandir la taille des icônes ou la rétrécir. Vous pouvez agrandir ici pour avoir une meilleure lecture. Vous pouvez afficher en appuyant sur F11. Vous pouvez ici à droite afficher le panneau d'information. Si vous appuyez sur F4, vous affichez ici en bas un terminal pour entrer des lignes de commande. Par contre, la barre de menu n'est plus là. Je ne me souviens plus si on peut l'ajouter en appuyant, voilà, CTRL M et vous retrouvez votre barre de menu ici. Comme dans toutes les distributions Linux, CTRL M. Donc vous avez différentes choses dans les menus. Configurer Dolphin. Alors ici, utiliser là tout ça, normalement c'est bon. Les aperçus, on peut cocher les fichiers de texte. Confirmation, si vous voulez avoir une question, quand vous mettez un fichier à la corbeille, qui vous dit est-ce que vous êtes sûr de vouloir mettre le fichier à la corbeille. La barre d'état, on l'affiche. On fait appliquer et là ici tout de suite on voit le zoom qui s'est affiché et le nombre de dossiers. Et quand on est dans un dossier qui contient des fichiers, ici on a la taille restante disponible normalement. Démarrage, il n'y a rien à changer. Ici c'est à vous de voir, hein. C'est vous qui cochez ou décochez ce que vous voulez. Le mode d'affichage, pas de problème. Navigation, pas de problème. Menu contextuel. Moi j'ajoute toujours la commande copier vers et déplacer vers. Parce que vous voyez, si je clique là avec le bouton droit sur un dossier ou sur un fichier, j'ai déplacé dans la corbeille, j'ai pas copié vers ou j'ai juste coupé copier. D'accord? Si je rajoute supprimer et la commande copier vers, j'applique. Si je reclique maintenant avec le bouton droit, j'ai déplacé dans la corbeille et j'ai supprimé définitivement ici. Et j'ai ici copier vers
Vous voyez, ou parcourir, où j'ai déplacé vers un autre dossier. Voilà. Alors bien évidemment, quand on fait copier vers ou déplacer vers, on ne copie jamais quoi que ce soit, on ne déplace jamais quoi que ce soit dans le dossier racine. De toute façon, théoriquement, vous ne pourrez pas, puisque ce sont des dossiers protégés par mot de passe. Voilà, c'est toujours dans le dossier personnel qu'on fait des copier-coller. La taille de la corbeille, 10%, ça suffit largement. Vous pouvez scinder l'écran en deux, enfin le gestionnaire de fichiers en deux en appuyant sur F3. Comme ça, vous pouvez faire des glisser-déposer d'un côté à l'autre. Par exemple, si je suis dans modèle et que je vais dans musique, il n'y a rien dans les deux, mais si j'ai un fichier ici, je vais le prendre et je vais le glisser ici et j'aurai plus qu'à le copier ou à le déplacer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, là c'est la recherche. Le gestionnaire de partition, il vous demande votre mot de passe, ça c'est normal. Voilà, on peut l'agrandir, on peut bouger ici pour avoir une meilleure lecture. Ici on voit mes 3 disques durs. Et ici on voit mon disque Samsung sur lequel j'ai installé la distribution. Ici on a un menu où on peut, là c'est en grisé, mais je peux créer des nouvelles tables de partition. Par exemple, si je veux créer une nouvelle table de partition, il faudra que je clique sur les partitions qui sont avec un cadenas et que je les libère. Je fais libérer. Libérer. Une fois que j'ai libéré les 3, je reviens sur Samsung et j'aurai ici la possibilité de créer une nouvelle table de partition. Et après, une fois avoir créé la nouvelle table de partition, j'aurai ici un espace libre de la taille totale du disque sur lequel je pourrais créer des nouvelles partitions. Faites bien attention en manipulant le gestionnaire de partition. Ensuite, donc on a ici GIMP qu'on vient d'installer pour manipuler les images. Vous avez toujours ici, c'est dans les... mais je ne sais plus où c'est d'ailleurs. On peut changer le thème, hein, bien évidemment, dans les préférences certainement. Voilà le thème. On peut mettre un thème plus clair, thème système, ou plus foncé, ça dépend. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un autre ici. Ils ont installé Google Chrome. C'est rare, il y a très peu de distributions Linux qui intègrent Google Chrome dans leur distribution, puisque théoriquement ils n'ont pas le droit. Enfin, théoriquement, je dis bien, je suis pas sûr. Voilà, donc, ok. Voilà, connectez-vous à Chrome, blablabla, vous connaissez tous le système. Ouais, ok. Ouais, ok. Ah, Google Chrome. Après, vous vous connectez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, Google Chrome. Gparted, c'est encore un autre gestionnaire de partition qui lui vient de l'environnement de bureau GNOME. Donc ici vous avez vos disques et c'est pareil, si je sélectionne mon disque Samsung, je vois mes 3 partitions et je peux faire la même chose, périphérique, créer une table de partition, tenter de récupérer tenter de récupérer de données. Ouais. Bon bref, alors bien, vous faites bien attention avec ce genre d'outils. Ici, ça c'est pour visualiser des images. Ensuite, K3B c'est pour graver des CD, des DVD, mais j'ai pas de graveur. Mais donc théoriquement je peux le lancer quand même. Voilà, il me dit que
il n'a pas trouvé de lecteur optique. Mais sinon, vous pouvez utiliser ça pour graver des CD, des DVD, des Blu-ray, si vous avez un lecteur graveur. Ensuite, Ket, c'est un petit éditeur de texte, tout simple. Donc vous faites nouveau fichier et vous tapez votre texte. Et à chaque fois que vous passez à la ligne, vous avez un numéro de ligne et vous avez divers menus ici. Non, je ne veux pas l'enregistrer. La calculatrice, mode simple, mode scientifique, mode statistique, mode système numérique, configuration de la calculatrice. Si je passe en mode statistique par exemple, voilà, mode numérique, mode scientifique, KDE Connect, c'est pour connecter son téléphone à l'ordinateur. Console, donc c'est le terminal pour entrer des lignes de commande. Ça, c'est pour gérer les mots de passe. VLC, vous connaissez tous VLC. Thunderbird, pour aller chercher les courriers, donc je vous l'ai dit plusieurs fois dans les autres vidéos. Thunderbird. Voilà, il est bien en français. Il suffit de le configurer avec vos adresses mail perso. Alors ensuite, Microsoft Calendar Online. Est-ce que ça fonctionne? Je pense qu'il faut se connecter. Ouais, c'est ça. Il faut se connecter avec son compte Microsoft. Avec le compte Microsoft ou Outlook. Moi j'utilise j'utilise une adresse Hotmail, c'est vieux, c'est très vieux. Je crois qu'aujourd'hui les adresses c'est outlook.fr, moi j'ai encore hotmail.com, mais vous pouvez vous connecter ici avec votre compte Microsoft. Ensuite on a donc Microsoft Copilot. Accepter. Et ici vous pouvez poser vos questions. Donc c'est Copilot, c'est l'intelligence artificielle. Je pense que vous avez déjà dû tous essayer ça. Copilot, c'est marrant. Et c'est très rapide. Vous posez une question, il vous répond vraiment rapidement. Ensuite, Microsoft Edge, donc le navigateur de Microsoft, qu'on vient de voir d'ailleurs à l'instant. Microsoft Edge. C'est pareil, je ne sais pas s'ils ont vraiment le droit d'intégrer Microsoft Edge dans leur distribution Linux, mais bon. On a ensuite... alors là c'est tout en ligne, c'est pareil, donc il faudra, si je tape sur... il est où Microsoft Teams, ah voilà, Microsoft Word, c'est lui que je cherchais. Donc c'est pareil, il faudra se connecter avec un identifiant Microsoft. Mais c'est en ligne. Je ne peux pas vous dire si ça fonctionne ou pas. Ça c'est pour lire les fichiers PDF. OneDrive. Donc c'est pour aller sur votre compte, toujours compte Microsoft, hein, le Drive de Microsoft. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors ici, ils ont installé, eux, à la place de LibreOffice, ils ont installé OnlyOffice. OnlyOffice, c'est aussi une suite bureautique gratuite, avec un tableur, un traitement de texte et un formulaire PDF et présentation. Donc quand vous tapez, vous arrivez là, vous choisissez ce que vous voulez faire, donc on va faire un document. Voilà. Et ici vous avez donc des rubans avec diverses fonctions, donc accueil, fichier, donc enregistrer, accueil,
vous commencez à taper votre texte, après vous faites vos modifs que vous voulez, insertion, image, tableau, format. Il est pas mal du tout cette petite suite bureautique, et en plus elle est gratuite. Vous voulez enregistrer dans. Ensuite donc nous avons, donc on a dit Only Office, ça Java on n'a pas besoin d'y toucher. Power Toys Update, c'est pour mettre à jour les Power Toys de la distribution, et ça c'est pour se connecter à un ordinateur distant. Ça, Scanlit, c'est pour scanner des documents. Spectacle, c'est quand vous faites une capture d'écran. Surveillance du système, on l'a vu tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi il est en double. Ensuite, on a Virtual Desktop, on s'en fout, ça c'est quand vous avez, comme ici, plusieurs bureaux. Hein, je vous l'ai montré, vous pouvez déplacer une fenêtre. Ça vous permet d'utiliser plusieurs applications sur plusieurs bureaux différents pour ne pas encombrer votre écran principal. Donc je retourne dessus parce que là, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est pour la webcam, vous pouvez mettre en route votre caméra. Les widgets, on l'a vu tout à l'heure. Wine, c'est pour faire tourner des applications Windows dans la distribution. Alors il faut savoir, n'oubliez pas une chose, vous êtes sous Linux là, dans une distribution Linux, donc vous ne pouvez pas aller télécharger des fichiers .exe ou .msi qui sont prévus pour Windows, et vous ne pourrez pas les installer dans votre distribution Linux. Hein. .msi et .exe, ça ne fonctionne pas. C'est prévu pour Windows et pas autre chose. Vous pourrez peut-être en utiliser certains en lançant Wine. Mais alors moi, pour avoir essayé plusieurs fois ce logiciel de virtualisation, en fait c'est de la virtualisation pour les applications Microsoft. J'ai jamais été convaincu. Bon, c'était il y a longtemps, je sais pas, ça a dû s'améliorer depuis, mais j'ai jamais vraiment été convaincu parce que la plupart du temps ça marchait pas, ou ça commençait à fonctionner et puis ça plantait. Donc je suis pas un expert là-dessus, franchement. Je l'utilise jamais, hein. Je n'ai pas besoin d'utiliser des applications Microsoft, donc je n'utilise pas Wine. Mais à une époque, n'a pas pu trouver de paquet Wine Mono. Ouais, bien sûr, il va demander à installer des trucs. Bon, pour l'instant, je fais annuler parce que j'en ai pas besoin. Et on arrive en bas du menu. Là, c'est pour éteindre. Là, c'est pour vous enregistrer si vous voulez participer en payant les 35 $. Vous voyez, c'est pour vous demander. Ils ont vraiment poussé la ressemblance avec Windows parce qu'ils vous demandent une clé de produit. Hein. Votre appareil communique, ici c'est marqué, avec les serveurs PowerTools. Veuillez patienter quelques instants, cela peut prendre quelques secondes. Trop fort. Mais bon. Enfin bref, on n'est pas obligé d'acheter une licence non plus. Par contre, il y aura des fonctions qui fonctionneront peut-être pas si vous n'achetez pas la licence, si vous n'entrez pas la clé de produit. Ici, notre barre de tâches avec différents icônes. Et donc maintenant, on va rentrer dans la configuration du système. Alors, je vais agrandir ça pour avoir tout sur la même page. Pas besoin de... Ah si, je serai obligé de scroller quand même. Toujours est-il qu'ici, nous avons donc la ressemblance avec Windows poussée à l'extrême, puisque on dirait qu'on est dans Windows. Donc vous pouvez connecter votre OneDrive ici, vous pouvez faire les mises à jour des Power Toys ici, MS Windows Support, exécuter des fichiers X et des fichiers MSI, compatibilité des applications exécutables Microsoft Windows. Qu'est-ce que vous voulez faire? Installer des modules,
Donc ça, voilà, ça marche avec Wine, toujours pareil. Donc je vous laisse découvrir ça, moi j'y connais rien là-dedans. Power Tool n'est pas activé, vous voyez, ça veut dire que vous n'avez pas payé votre clé de licence. Ensuite, alors l'affichage. Ici, vous pouvez régler différentes choses. Ici, vous pouvez aussi configurer votre affichage. Moi, j'ai deux choix, 144 Hz et 60 Hz. Je vais passer en 60 Hz. Oui, je veux conserver, parce que 60 Hz, quand on est sur batterie, ça consomme moins. Les effets de bureau, par exemple, on va chercher glisser et on active. Appliquer. Donc ça veut dire que maintenant, si je passe d'une fenêtre à l'autre, voilà, les fenêtres glissent les unes derrière les autres. Si j'en ouvre une troisième et que je la réduis, si je clique là, si je clique sur celle-là, ah, je vais la déplacer. Voilà. Bref, c'est du gadget, mais bon. On était dans l'affichage et couleur de nuit. Si vous voulez activer le filtre de couleur bleue, rend l'écran plus chaleureux et qui fait moins mal aux yeux. Vous réglez les Kelvin. Bon, moi c'est une fonction que j'utilise pas. Ici nous avons le réglage du son, enfin de l'audio, le son, le micro. Là, ma carte Nvidia est éteinte. Son des notifications. Les notifications. Allumer, éteindre. Donc, pourcentage de charge, ça on l'a vu tout à l'heure. Économie d'énergie. Quand on est sur secteur, moi je décoche ça, je décoche ça. Je décoche ça parce que ça sert à rien. Le bouton d'allumage de l'ordinateur, on peut choisir, ce qu'on veut. Quand on appuie dessus. Donc moi, quand j'appuie sur le bouton éteindre, bah, c'est pour éteindre. Donc je sélectionne éteindre. Et lorsque le bouton, non c'est pas ça, c'est lorsque l'écran là, c'est l'écran du portable, pardon. Éteindre l'écran. Comme ça, si je rabats l'écran, l'ordinateur reste allumé, mais l'écran s'éteint. Et lorsque le bouton de mise en marche est enfoncé, bah, quand j'appuie dessus, c'est pour éteindre, donc éteindre et appliquer. Ça, on s'en fout, et ça, c'est pas très important. Le stockage, ici nous avons, si je clique là, je vais arriver dans le gestionnaire de partition. Ici, je vais pouvoir faire une sauvegarde. Nous avons un petit menu ici, informations détaillées, multitâche. Voilà, c'est à vous de lire et de cocher ce que vous voulez. Le nombre de bureaux virtuels, donc les bureaux virtuels. Alors, c'est ça, voilà. Vous pouvez passer d'un bureau à l'autre. Si vous n'avez pas besoin d'avoir des bureaux virtuels, vous supprimez et vous en laissez un seul. Voilà. Sélecteur de tâches, pas important. Ici, statut d'activation de la clé de produit. Donc vraiment, je vous dis, ils ont poussé la ressemblance avec Windows à l'extrême. Et là, ici, sauvegarde. Si vous activez les sauvegardes, vous pouvez restaurer et sauvegarder à des moments donnés, comme avec Windows. Donc le système, les appareils, mot de passe administrateur, normal. Donc là, pilote additionnel, et je vois que j'utilise une carte Nvidia, donc il me propose des pilotes Nvidia, je le ferai après. Statistiques, vous pouvez cocher, ça aide les développeurs
à savoir ce qu'on utilise pour pouvoir choisir sur leur serveur ce qu'ils vont mettre, ce qu'ils vont enlever. Ici on peut gérer les imprimantes, mais pour l'instant elle n'est pas allumée. Le scanner pareil, le téléphone avec KDE Connect, vous pouvez connecter votre téléphone à l'ordinateur et recevoir des SMS, envoyer des SMS depuis votre ordinateur. Caméra USB, souris, donc la souris. Bon, en général la souris on n'a jamais à y toucher. Le pavé tactile, pardon. Moi je le désactive parce que ça me saoule. La souris, comme je vous dis, on n'a jamais vraiment à y toucher. Et ici vous pouvez choisir les pointeurs de souris si vous avez envie de changer. Là on est sur celui-là, Windows 11 Ubuntu forcément. Mais si vous voulez changer, vous cliquez, vous appliquez. Voilà, le curseur a changé. Vous pouvez normalement, en cliquant ici, obtenir de nouveaux pointeurs en allant sur Internet. Voilà, il suffit de sélectionner celui que vous voulez. Ou alors vous cliquez sur afficher les plus téléchargés en premier. Voilà, puis vous faites installer. Une fois qu'il sera installé, il apparaîtra ici dans la liste. Lecture automatique, quand vous allez connecter un fichier USB, une clé USB ou un disque dur USB, si vous ne voulez pas que vous prenne la tête, vous cochez la case ici à la connexion au raccordement, comme ça votre disque dur ou votre clé USB apparaîtront automatiquement dans votre gestionnaire de fichiers. Vous n'aurez pas besoin de répondre à la question, savoir si vous voulez aller dedans ou pas. Le réseau et l'internet. Paramètres réseau. Ce sera à vous de découvrir tout ça. Personnalisation, vous voyez ici c'est vraiment... Alors moi je vous l'ai déjà dit, je préfère les thèmes sombres. Donc je passe en thème sombre. Je vais réagrandir. Donc personnalisation, couleur, thème et icône. Icône. C'est pareil, vous pouvez obtenir de nouvelles icônes en allant sur Internet. Si vous voulez en installer un, par exemple celui-là, vous l'installez et il apparaîtra ensuite ici, vous n'aurez plus qu'à le sélectionner et l'appliquer. Le verrouillage d'écran, moi je ne l'utilise pas. Ici vous pouvez gérer vos polices de caractère. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Application. Donc là, ici, c'est pour... Ça nous envoie donc dans le magasin d'applications. Normes d'application. Ça, c'est pour savoir quelles sont les applications que vous voulez utiliser comme navigateur Internet. Donc ici, on a le choix entre Microsoft Edge et Google Chrome. Le gestionnaire de fichiers, il n'y en a pas d'autre. Kmail ou messagerie Thunderbird, par exemple Thunderbird. Et le reste, on n'y touche pas. Appliquer. Bon, la caractéristique optionnelle, ça nous envoie dans le gestionnaire d'applications. Et là, ici, vous pouvez choisir des applications qui doivent se lancer au démarrage de l'ordinateur. Vous pouvez en enlever ou en ajouter. Les comptes, vos informations. Vous pouvez mettre votre propre photo ici. Vous pouvez créer des nouveaux comptes, des nouveaux utilisateurs. Enfin bref, vous pouvez gérer les utilisateurs ici. Date et heure, langue et région, dactylographie, clavier. Donc là, a priori, le clavier est bon. On est en français. Il n'y a pas de disposition, mais on est quand même en français. Zone de test. Le virgule M, Q, A. Accent circonflexe, tout fonctionne. Les jeux, contrôleur de jeu, j'en ai pas. Xbox, j'en ai pas.
Accessibilité, c'est pour les personnes déficientes, malentendantes ou malvoyantes. Et puis voilà, c'est tout. Mise à jour des Power Tools. Ça ressemble vraiment à Windows. Il n'y a rien à dire. Ils ont vraiment fait. Et forcément, quand on clique sur vérifier les mises à jour, ça nous renvoie dans le magasin d'applications. Voilà, c'était la distribution Linux Windows Ubuntu. Ubuntu. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Après, c'est vrai que c'est encore une distribution où il faut envoyer 35$. Sachant que Linux, par définition, c'est un esprit, comment dire, la politique Linux, c'est d'être gratuit et open source. Bon, eux, je pense qu'ils veulent 35$ pour le travail effectué là-dessus, pour le fait d'avoir fourni une distribution qui vraiment ressemble comme deux gouttes d'eau à son grand frère Windows. Et on peut vraiment, on peut faire beaucoup de choses hein, quand on est sous Linux. Hein. On peut travailler l'audio, on peut travailler la vidéo, on peut vraiment faire des tas de choses, comme sous Windows. Hein, je vous ai dit, il existe sous Linux, il existe les équivalents logiciels de tout ce qu'on trouve sous Windows. Parfois moins bien, mais parfois mieux aussi. Après, c'est à l'utilisation qu'on s'en aperçoit. Si vous n'êtes pas joueur et que vous voulez pas vous prendre la tête avec... parce que Windows, il faut un antivirus, il faut défragmenter, il faut faire de la maintenance régulièrement pour que l'ordinateur continue de fonctionner correctement. Il faut des tas de trucs. Alors que sous Linux, vous n'avez pas besoin de défragmenter votre disque dur, vous n'avez pas besoin d'antivirus, vous n'avez pas besoin d'anti-spyware, vous avez besoin de rien. C'est comme ça fonctionne, et il n'y a pas de danger, vraiment c'est sécurisé. Moi je joue pas, je fais que de la musique et de la vidéo, donc j'ai pas besoin d'avoir Windows. Donc je suis sous Linux depuis 2008. Mais malgré tout, j'ai oublié de vous montrer, nous avons quand même, qui est intégré dedans, nous avons Steam. Donc Steam, c'est pour pouvoir jouer à des tas de jeux tout en étant sous Linux. J'ai jamais essayé. On va voir ce que c'est là, il télécharge je sais pas quoi, une mise à jour. J'ai jamais essayé puisque je ne joue pas. Les jeux vraiment ne m'intéressent pas du tout. Alors je m'en sers pas, mais avec Steam, théoriquement, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui doivent connaître, hein, puisque c'est devenu très répandu. Je sais à quoi ça sert, je sais comment ça marche à peu près, mais je l'utilise pas. Mais on a Steam qui est installé dans cette distribution Linux. Donc si vous voulez jouer, je pense que vous pourrez passer par là. On va attendre la fin du téléchargement, installation, lancement. Bon voilà, je peux pas aller plus loin, moi j'ai pas de compte, hein. J'ai pas de compte Steam. Donc je pense que si on tape là son pseudo et son mot de passe, on doit arriver sur une page où on a le choix entre plein de jeux. Hein. Mais je pense que tout ça c'est payant encore une fois. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Ciao tout le monde.